La parole veut être entourée, écrivait la philosophe Hannah Arendt. La parole, rappelons-le, relève du registre spécifiquement humain du langage. Elle nous pousse vers autrui, vers notre prochain, nous pousse à partager nos expériences, à chercher à nous comprendre, à convaincre, et in fine, elle nous permet d'habiter, de construire un monde qui nous est commun. C'est ce qui fait de nous des animaux politiques. Mais la parole est fragile, et la langue peut être pervertie, manipulée, en vue de soumettre. La belle aventure de la parole peut se muer en mésaventure. Et cet instrument, cet outil d'émancipation, de conquête de la liberté qu'est la langue, peut devenir également une arme en vue de soumettre, d'assujettir. La parole ne pose donc pas une question d'ordre strictement privé ou intime, elle pose une question d'ordre politique, sur l'organisation de la cité, sur le vivre ensemble, comment vivre ensemble, et sur la place qui est accordée et qui est faite à cette parole. Et quelle forme politique est susceptible de faire accueil et de veiller sur la parole, sinon la démocratie inventée par les Grecs. La démocratie sanctuarise la parole en offrant à chacun la possibilité de s'exprimer, de prendre la parole dans un espace dédié qui n'appartient à personne et qui appartient à tous, l'agora. Dans cet espace commun, nous sommes tous considérés comme égaux, en dehors des considérations de fortune, de statut qui existent au dehors. C'est la condition sine qua non pour qu'une parole libre puisse se déployer. Le précepte de la démocratie pourrait être ni commander, ni obéir. Car si je suis l'égal de mon prochain, je ne peux ni prétendre la servir, ni être asservi par lui. En instituant la parole au cœur de la cité, la démocratie offre une alternative à la violence physique et privilégie l'art de convaincre à celui de soumettre. La démocratie est donc le régime de la parole, et ce, à double titre. D'une part, parce qu'elle crée et veille sur les conditions d'exercice d'une parole libre, ce que nous venons de voir. D'autre part, parce qu'elle ne croit pas en la violence comme moteur de l'histoire, mais en la parole comme modalité d'action et d'intervention dans le monde et sur le monde. Arrêtons-nous un instant sur ce second point crucial. Les paroles sont des actes qui produisent des effets. Les paroles sont des gestes de pensée qui produisent des effets. C'est la dimension qu'on appelle performative. Le langage est créateur. Pensons à une situation. Je dis oui devant le maire. Lorsque je prononce ce oui, mon statut change. De fiancé, je deviens le mari. Et ma fiancée devient ma femme, ce qui crée des obligations légales l'un envers l'autre, un certain nombre de devoirs. Prenons la même situation, mais donnons-lui un caractère plus politique. Les Catalans ont eu à se prononcer sur la question de l'indépendance en 2017. Oui ou non à l'indépendance de la Catalogne. Si le résultat avait été reconnu par le roi et le gouvernement espagnol, alors la Catalogne serait devenue ipso facto une nation souveraine et libre. Comme vous pouvez le comprendre, les mots ne servent pas simplement à désigner, à décrire, à communiquer, à informer, ils sont créateurs du monde que nous avons reçu en partage. En nommant, en classant, en structurant, en organisant, ils influencent nos perceptions et transforment nos modalités d'inscription dans le monde. Et ça, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Il y a en effet un certain rapport éthique qui se noue entre les mots et les choses désignées, et ce rapport éthique nous implique, nous, chacun d'entre nous, en tant que sujet parlant. Ceci peut vous paraître très abstrait, mais pensons à des situations très concrètes qui vont vous éclairer. Prenons les termes migrants, réfugiés, clandestins, exilés. Désignent-ils la même chose? Quelle vision du monde est véhiculée par ces termes? Prenons le terme chômeur, sans emploi, demandeur d'emploi. Qu'est-ce que charrient ces mots? Je vous laisse le soin d'en décider et de réfléchir à cette question. Agir sur les mots, agir sur la langue, c'est agir sur nos représentations et sur nos émotions. C'est peut-être aussi, qui sait, agir sur nos pensées, entrer dans nos têtes et influencer nos pensées.
C'est l'hypothèse audacieuse que formule George Orwell dans son célèbre roman dystopique 1984. Au-delà de l'image d'Épinal du Big Brother is watching you, George Orwell formule l'hypothèse suivante. C'est par le langage, par l'appauvrissement du langage, qu'on peut exercer un contrôle total sur les populations. Appauvrissement du langage, très clairement décrit par un des agents du régime. Les mots portent en eux-mêmes leur contraire. Prenez bon, par exemple. Si vous avez un mot comme bon, quelle nécessité y a-t-il à avoir un mot comme mauvais? Un bon fera tout aussi bien, même mieux, parce qu'il est l'opposé exact de bon, ce que n'est pas l'autre mot. Et si l'on désire un mot plus fort que bon, quel sens y a-t-il à avoir toute une chaîne de mots vagues et inutiles comme excellent, splendide et tout le reste? Plus bon englobe le sens de tous ces mots, et si l'on veut un mot encore plus fort, il y a double plus bon. Ce travail de liquidation du vocabulaire vise en dernier lieu à restreindre les limites de la pensée et à empêcher l'idée même de liberté ou de révolte de germer dans des esprits devenus dociles et comme anesthésiés. Permettez-moi de vous lire un autre passage. Comment pourrait-il y avoir une devise comme la liberté, c'est l'esclavage, alors que le concept même de la liberté aura été aboli? Le climat total de la pensée sera autre. En fait, il n'y aura pas de pensée telle que nous le comprenons maintenant. Orthodoxie signifie non-pensant. Voilà le monde que nous décrit George Orwell. La langue n'est plus une alternative à la violence, elle est un fait de violence. Prendre soin des mots, prendre soin du langage, c'est également prendre soin de ce qui nous rend libres et égaux. Mais certains trafiquants du langage détournent la parole à des fins personnelles. Ce sont les sophistes dénoncés par les Grecs, ce sont les démagogues, et je vous laisse compléter cette liste. Ces trafiquants de mots, ces faiseurs de phrases vides, sapent les fondements même de la démocratie. Car la parole devient vaine, comme le dit brillamment Giorgio Agamben, le lien à la langue se fragilise et le pacte éthique et politique qui soutient la société s'effondre. Or, c'est dans la dégradation de la parole démocratique que la tyrannie va s'engouffrer. Quand une parole est défaillante, une autre va venir prendre la place, s'imposer, une langue qui va chercher à être crue et obéie. C'est la langue du chef, la langue du commandant, c'est la langue de Mussolini, c'est celle d'Hitler. Au-delà des techniques de propagande largement connues des régimes totalitaires, tous ceux qui ont vécu ces expériences, partisans comme opposants, bourreaux comme victimes, ont été contaminés par la langue mortifère et hystérique du fascisme et surtout du nazisme. C'est cette contamination que Victor Klemperer va s'attacher à décrire dans son ouvrage LTI, la langue du Troisième Reich. Ouvrage classique dont il faut rappeler peut-être le contexte d'écriture absolument extraordinaire. Victor Klemperer est un juif marié à une Aryenne qui va perdre son poste à l'université avec l'avènement du Troisième Reich. Il va également se voir interdire l'accès aux bibliothèques et va échapper de peu à la déportation du fait de son mariage avec une Aryenne. Devant se rendre chaque matin comme manœuvre à l'usine, il prendra le temps, à 4 heures du matin, pour consigner dans son journal les mots, les tournures, les expressions du nazisme. LTI est le sigle qu'il employait alors à l'époque pour désigner la lingua tertii imperii, la langue du Troisième Reich. Cette langue nazie se caractérise, pour Klemperer, par sa pauvreté. Et c'est cette pauvreté qui, paradoxalement, fait sa toute-puissance. Chacun réagit à ces mots sans effort de pensée. Klemperer écrit dans son journal « Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic, on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. La langue de la LTI est une, c'est celle du leader, qui ruisselle de haut en bas et qui va infuser dans tout le corps social. Son style, c'est l'invocation. Tout est discours, tout est publicité. Sa forme, c'est la répétition,
c'est le martèlement, qu'importe le sens des mots, qu'importe les faits, la langue est le régime, et le régime est tout. Si la démocratie et le régime totalitaire croient en la puissance du langage, le statut de la parole change du tout au tout. Là où le totalitarisme baigne dans le fantasme d'une parole pleine, totale, une parole qui jouit d'elle-même et qui ne s'encombre ni du réel ni des faits, la démocratie, elle, admet l'insuffisance du langage, l'incapacité des mots à tout dire, à épuiser le réel, comme constitutive de notre expérience humaine et de cet élan qui nous pousse à aller les uns vers les autres.